Salut à tous. Alors, comment est structurée la société française contemporaine? Ça, c'est la grande question d'un chapitre essentiel de Terminal. Et on ne va pas se mentir, c'est un sujet qui adore tomber au bac. Aujourd'hui, l'objectif est simple. On va décortiquer tout ça ensemble pour que ce soit limpide et percutant. On commence direct avec une question qui frappe, basée sur des chiffres bien réels. Pourquoi un homme cadre peut espérer vivre en moyenne 6 ans de plus qu'un homme ouvrier? 6 ans, c'est énorme. Cette différence, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est justement le point de départ de notre analyse. Ça nous oblige à aller chercher ce qui, au cœur même de notre société, produit des écarts aussi importants. Et la preuve, la voici en image. Ce n'est pas une vague impression, ce graphique de l'INSEE est formel. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que toutes les courbes progressent, l'espérance de vie augmente pour tout le monde. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que l'écart entre les cadres et les ouvriers, lui, il reste quasiment le même au fil des décennies. Ces lignes parallèles, c'est en quelque sorte la signature visuelle d'une inégalité bien ancrée, une inégalité structurelle. Bon, alors, comment on explique un écart pareil? Allez, on plonge dans la première partie pour explorer les différents visages des inégalités en France. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces écarts ne sont pas juste une somme de cas individuels. Non, ils dessinent une véritable structure, une sorte de hiérarchie dans la société. Et notre place dans cette structure, elle influence nos revenus, notre santé, notre logement et même, on vient de le voir, notre longévité. Pour analyser cette structure, les sociologues ont développé des concepts et des outils bien à eux. C'est notre boîte à outils pour le bac et on va s'assurer de bien la maîtriser. Le concept fondamental, le voici, la stratification sociale. Le mot a l'air compliqué, mais l'image est simple. Imaginez la société comme un grand immeuble avec plusieurs étages. Tout le monde n'habite pas au même niveau, et l'accès aux ressources, que ce soit la richesse, le pouvoir ou le prestige, dépend énormément de l'étage où l'on se trouve. Et l'outil très concret que l'INSEE utilise pour mesurer cette stratification, c'est la fameuse grille des PCS. Agriculteurs, artisans, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers. Ces catégories nous permettent de mettre des chiffres sur la structure sociale, de la rendre visible et de faire des comparaisons rigoureuses. C'est un outil absolument indispensable pour vos analyses de documents. Maintenant qu'on a les outils, on passe à l'action. On va voir concrètement ce que les données nous disent sur la société française. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça montre bien que les inégalités sont multidimensionnelles. Ce n'est pas qu'une question de salaire. Regardez, être propriétaire, pouvoir partir en vacances, tout est lié. C'est comme si les avantages pour certains et les difficultés pour d'autres s'accumulaient et se renforçaient mutuellement. Prenons un seul chiffre pour que ce soit bien clair. En 2018, à peine un quart des ouvriers étaient propriétaires de leur logement. Un quart! Comparez ça aux cadres ou aux agriculteurs. Ça montre de manière flagrante comment la position professionnelle conditionne l'accès au patrimoine, qui est l'une des clés de la sécurité économique. Et les inégalités ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi politiques. Regardez cette comparaison. La structure par âge de l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec celle de la population française. Les jeunes sont massivement sous-représentés. Et ça pose une question fondamentale de démocratie. Est-ce que leurs préoccupations sont bien prises en compte ? Autre facteur structurant majeur, le genre. Près de 30% des femmes travaillent à temps partiel contre moins de 8% des hommes. Ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre. Et ce temps partiel est souvent subi, avec des conséquences directes sur les revenus, les carrières et au final, les droits à la retraite. C'est une inégalité vraiment ancrée dans le marché du travail. L'idée clé à retenir, c'est que tous ces facteurs, la profession, le revenu, le genre, l'âge, ne s'additionnent pas simplement. Ils s'entrecroisent, ils s'entremêlent. C'est à l'intersection de tous ces éléments que se dessine la place de chacun dans ce qu'on appelle l'espace social. Pour analyser cette complexité, la sociologie nous offre deux grandes grilles de lecture, deux approches fondamentales proposées par deux de ses pères fondateurs, Karl Marx et Max Weber. Comparons un peu leurs visions. Voilà le cœur du débat. Pour Marx, tout s'explique par l'économie. D'un côté, il y a ceux qui possèdent les moyens de production, les bourgeois, et de l'autre, ceux qui n'ont que leur force de travail, les prolétaires. Leurs intérêts sont opposés, ce qui mène à la lutte des classes. Pour Weber, l'analyse est plus fine. Il nous dit en quelque sorte, attention, l'économie c'est important, mais ce n'est pas tout. Il ajoute la dimension du prestige social, l'honneur, la considération, et la dimension du pouvoir politique. Pour bien fixer les idées, chez Marx, la conscience de classe, c'est ce qui transforme un groupe d'individus en une force historique. Chez Weber, un professeur d'université, par exemple, peut avoir beaucoup de prestige social, mais un revenu modeste sur le plan économique et peu de pouvoir politique. Vous voyez, les trois dimensions ne coïncident pas forcément. C'est une vision moins déterministe, plus nuanciée. Connaître ces auteurs, c'est bien. Savoir s'en servir pour gagner des points au bac, c'est mieux. On passe maintenant à la partie méthodologie. Le jour de l'épreuve, ce qu'on évalue, ce n'est pas seulement les connaissances, mais surtout la capacité à les mobiliser pour analyser un document.
C'est une vraie compétence et comme toute compétence, elle se travaille. Et pour ça, voilà une méthode efficace en 4 temps. 1. Présenter le document. 2. Décrire les données. 3. Expliquer avec les outils du cours. Et 4. Discuter, c'est-à-dire prendre un peu de recul critique. Pensez-y comme un raisonnement logique. Je dis ce que j'ai sous les yeux, je dis ce que ça montre, j'explique pourquoi, et enfin, je critique. Allez, mise en pratique. On reprend notre document du début, celui sur l'espérance de vie. Imaginez tomber dessus le jour J. Surtout, pas de panique, on applique la méthode tranquillement. On y va. Étape 1. On présente. Ce document est un graphique en courbe de l'INSEE, etc. Étape 2. On décrit. On observe une hausse générale de l'espérance de vie, mais on remarque surtout un écart persistant d'environ 6 ans. Étape 3. On explique. Et là, on mobilise le cours. On parle des différences de pénibilité au travail, d'exposition au risque, mais aussi des inégalités de mode de vie comme l'alimentation et d'un accès différentiel au système de santé. On fait le lien direct entre la PCS et des conditions de vie qui ont un impact sur la santé. Et voilà comment on construit une analyse solide. Pour tout synthétiser, voici la carte mentale du chapitre. Elle reprend tout ce qui est essentiel, les facteurs de structuration, les grandes évolutions et bien sûr les théories de Marx et Weber. C'est votre meilleur allié pour les révisions. N'hésitez pas à mettre sur pause pour la prendre en photo ou la recopier. On a donc vu que la société française est profondément structurée par des inégalités multiples et qu'on peut les analyser avec les outils de la sociologie. Pour finir, je vous laisse avec une question d'ouverture, un sujet de dissertation classique. Avec la montée de l'individualisme, est-ce que le concept de classe sociale est toujours le bon outil pour comprendre le monde d'aujourd'hui? Ou au contraire, face aux inégalités, n'a-t-il jamais été aussi pertinent? Voilà de quoi nourrir la réflexion. Bon courage pour les révisions.